La sentence des nations a été exécutée. Les mécréants ont été pendus. Désormais, ils ne sont plus rien d'autre que des corps sans vie. Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Jodl, Frank, Frick, Rosenberg, Sauckel, Streicher, Seyss-Inquart. Göring s'est suicidé en s'empoisonnant 2 heures avant l'exécution. Les corps des exécutés, avec le corps de Göring, ont été brûlés et leurs cendres secrètement dispersées au vent. Leurs cendres ont été dispersées au vent. L'humanité peut désormais respirer plus librement. Le procès de Nuremberg doit être un sévère avertissement à tous les marchands de guerre. Qu'ils servent la cause de la paix dans le monde entier pour que ce soit une paix durable, une paix démocratique. Les cinéastes de Hollywood, mobilisés au sein de l'Army Service, l'armée américaine, sont appelés à immortaliser un événement historique jamais reproduit à ce jour, un bombardement atomique en zone urbaine. Ils ont accompagné la mission scientifique américaine envoyée à Nagasaki et Hiroshima pour analyser les dévastations causées par la bombe A. « 16 juillet 1945. L'obscurité d'une matinée dans le désert. Et ici, au Nouveau-Mexique, un groupe d'hommes tendus est dans l'attente. Derrière eux, 3 années de travail incessant, réalisées dans un secret absolu. Trois différentes caméras ont filmé, à une distance de 10 km, ces images du dégagement d'énergie explosive le plus concentré de toute l'histoire de l'humanité.
Depuis le moment de cette première explosion jusqu'à la destruction d'Hiroshima par le dégagement de l'énergie atomique, le travail sur la bombe a été mené sans relâche, dans des usines sous étroite surveillance, au Nouveau-Mexique, à Oak Ridge, Tennessee et Hanford, Washington. Depuis plus de 100 ans, dans la ville d'Hiroshima sont en garnison des troupes d'élite parmi les meilleures de l'Empire japonais. La ville n'a jamais été soumise à un bombardement réel, mais elle en a été menacée à plusieurs reprises. Désormais, le quartier général de son armée, mais aussi ses entrepôts, les dépôts de son intendance, ses usines, ses moulins et ses chantiers navals vont sentir les effets de la puissance destructrice de l'atome. 21 jours après l'expérience du Nouveau-Mexique, un B-29 survole Hiroshima avec à son bord une bombe atomique. Le matin du 6 août à 8h15, heure du Japon, la première bombe atomique frappe une cible ennemie. Voici le point zéro sur Hiroshima. Le point exact au-dessus de la ville sur lequel la bombe a éclaté sur le territoire ennemi au confluent des rivières Matayusu et Ota. Intentionnellement, la bombe atomique a explosé bien au-dessus de sa cible afin de dissiper sa matière radioactive. La dévastation que vous voyez ici, l'explosion de la bombe au-dessus du point zéro. Seuls les bâtiments les plus solides restent debout, mais ils sont éventrés. Si on regarde vers le nord à partir du point zéro, voici ce qui reste. Vers l'est, la caméra enregistre une scène de destruction totale dans le voisinage immédiat. Vers le sud, il n'y a que des ruines. Vers l'ouest, à partir du point zéro, tout est également totalement rasé. La même incapacité des structures à résister à la puissance atomique. À 160 mètres à peine du point zéro, on voit l'effet du souffle de la bombe sur les arbres dénudés et cassés, et sur ce monument dédié à la guerre russo-japonaise. Les lignes ont littéralement été soufflées dans la pierre du monument. Ici, vers l'ouest, à partir du bâtiment Sanwa, une cheminée en béton a été décolorée par le souffle de la bombe. Le bâtiment de la compagnie de gaz d'Hiroshima, sur la droite de cette image, a été presque totalement démoli par la force de l'explosion venant du dessus, comme s'il avait reçu un énorme coup de marteau. La destruction du bâtiment en béton armé de la banque Sanwa est encore plus complète. Ces poutres en acier tordu soutenaient le toit. On peut voir la direction du souffle de la bombe à l'endroit du parapet en béton qui borde le toit du bâtiment de la banque. Le temple au Shinto se trouvait à 300 mètres du point zéro. Ici également, le souffle a dénudé les arbres et disloqué les ouvrages en pierre. Avant l'explosion, la base de ces statues était vernie et lustrée. La pierre est maintenant rugueuse sous l'effet de la force du souffle qui a complètement retiré le vernis. Ces surfaces plus claires indiquent l'angle du souffle de la bombe, comme s'il était peint sur la surface. Le réverbère à proximité montre des traces de brûlure sur le côté qui fait face au souffle. Le musée commercial était lui aussi à 320 mètres du point zéro. Le mur du jardin qui faisait face au souffle a été recourbé vers l'intérieur sous la poussée de l'explosion. La force du souffle s'exerçant vers le bas a provoqué la défaillance des poutres en béton qui soutenaient le toit. Le toit lui-même s'est tassé au point qu'il a aujourd'hui la forme d'un réservoir. Vers l'est, on ne voit qu'un secteur totalement dévasté. Les garde-fous de ce pont ont été emportés. On peut voir sur les pylônes en acier du pont les traces du souffle de la bombe atomique qui a gravé l'acier. La façade de cette école se dresse face au point zéro à 400 mètres. On peut voir ici, dans l'entrée, le fléchissement du plancher en béton armé. Les barres en acier qui pendent désormais servaient auparavant à soutenir le plafond suspendu.
Ce bâtiment en béton armé s'est affaissé sur le côté, entraînant l'effondrement de l'étage inférieur. Cette zone dénudée, à 500 mètres du point zéro, abritait le principal quartier général militaire japonais. Les baraques ont été totalement détruites. La plupart du personnel militaire, environ 20 000 personnes, ont été anéanties. Les structures en acier déformées sont tout ce qui reste d'un bâtiment qui se dressait à 650 mètres du point zéro. À 800 mètres du point zéro, ce bâtiment en béton armé de la compagnie électrique Shikoji a beaucoup mieux résisté au souffle. 1 kilomètre plus loin, la destruction est presque aussi complète qu'au point zéro. Les structures en bois se sont complètement effondrées sous l'effet du souffle. Le château d'Hiroshima se trouvait ici. Sa charpente a été démolie par la force du souffle, mais il n'y a pas eu d'incendie secondaire. Comme elle était à un angle de 45 degrés par rapport au sens du souffle, la mairie d'Hiroshima, avec sa construction en béton armé, est moins endommagée. Les portes et les fenêtres ont été soufflées sous la force de l'explosion. Les ombres des pylônes sur le pont Yurosoyo indiquent la direction de l'explosion. À 1 kilomètre du point zéro, le tablier du pont est gravé, sauf là où il était abrité par le garde-fou. À la surface du pont, on voit se dessiner l'ombre d'un piéton qui raconte sa propre histoire. À 1 kilomètre et demi du point zéro, les dommages dus au souffle montrent une réduction de la force, mais les conséquences des incendies secondaires sont encore importantes. Sur ce côté d'un pont en acier, sur la rivière Ota, à 1 km 500 du point zéro et en face de ce dernier, la peinture a presque totalement été arrachée sous l'effet de sablage dû à l'explosion de la bombe atomique, alors que la surface de l'autre côté du pont n'a visiblement pas été affectée. Également, à 1 km 500 du point zéro, un hôpital de la Croix-Rouge n'a jamais cessé de fonctionner, même s'il a été endommagé. Voici l'avant du bâtiment qui est orienté au nord-est. Sur le côté nord-ouest du bâtiment, les fenêtres en acier ont été soufflées à tous les étages. Ce côté sud-ouest du bâtiment montre également des fenêtres soufflées par la pression externe de l'air provoquée par l'explosion. Ici, toutefois, les fenêtres sur le mur sud-ouest ont été soufflées vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. Si l'on regarde à l'intérieur de l'hôpital, ces chaises occupent la même position qu'au moment du souffle. Les dossiers des chaises qui étaient orientés vers le point zéro ont été brûlés par l'éclair à travers la fenêtre. Le tissu de garniture en mohair a été roussi jusqu'à la trame. L'effet sur ce mur qui était orienté face au point zéro est quasiment identique aux dommages causés par l'explosion sur la paroi opposée. Par ailleurs, les cloisons intérieures se sont abattues. Si l'on regarde vers le point zéro à partir du toit de l'hôpital de la Croix-Rouge, à 1 km et demi, on se rend compte des ravages terribles provoqués par la première bombe atomique. Les véhicules de l'armée de nos forces d'occupation se déplacent dans les rues de la ville. Ici, en regardant dans la direction opposée, vers le sud, en nous éloignant du point zéro, il ne reste que quelques murs de fondation en maçonnerie et là, un bâtiment en béton armé. Vers l'ouest, toujours à 1 km et demi du point zéro, le seul vestige d'une petite usine industrielle est une cheminée en béton. Des abris temporaires construits avec des matériaux de récupération sont bâtis dans le secteur. Quel que soit le type de construction que les Japonais utilisaient, que la charpente ait été en bois avec des murs entorchis comme ici ou avec des panneaux à enduire et du plâtre, rien n'avait été fait pour séparer les différents types de bâtiments.
Les baraques, les maisons, les centres industriels en béton armé et en acier, les bâtiments d'usines en briques, tout était serré sans apparente préoccupation de sécurité pour la population civile. Dans un secteur d'1 km 500 à 2 km 500, à l'exception de certains bâtiments en béton armé, la destruction est totale. De 2 km 500 à 3 km, les dommages sont plus souvent dus à des incendies qu'aux effets du souffle. De 3 km à 10 km du point zéro, les dommages dus au souffle et aux incendies sont mineurs. Ce sont des toits endommagés, des fenêtres cassées. Ces bâtiments en bois, à 2 km 500 du centre de la déflagration, ont tous subi l'effet d'incendies secondaires. La gare d'Higashi, à l'est d'Hiroshima, à 2 km et demi du point zéro, est toujours utilisée, même si elle a fortement été endommagée. L'auvent s'est effondré sous la force du souffle, il est tombé. Dans sa chute, l'auvent a entraîné le parement de briques qui a été arraché du bâtiment. À l'intérieur de la gare, des poutres en acier soutenant le toit ont été tordues et les parois en béton, pour celles qui sont encore debout, montrent les effets du terrible choc. Le bâtiment de l'école supérieure, à la même distance du point zéro que la gare du chemin de fer, a vu son mur nord totalement balayé par le souffle. Le second étage du mur nord est particulièrement endommagé. Si l'on regarde à travers une partie détruite du mur vers le point zéro, on note que tous les bâtiments de ce secteur n'ont pas été aussi gravement endommagés que ce bâtiment d'école. Une partie du mur de l'école a été soufflée vers l'intérieur. Les bureaux et les cloisons ont été soulevés. Le mur de l'école supérieure le plus éloigné du point zéro se gonfle maintenant dans le sens du souffle et toutes les vitres ont été soufflées des châssis des fenêtres. Entre le point zéro et le bâtiment principal du noviciat des Jésuites, à 6 km 5, une colline a réduit l'intensité du souffle. Toutefois, malgré cette protection, toutes les fenêtres ont volé en éclats et une partie du mur a été soufflée vers l'intérieur. La chapelle, située dans l'aile gauche du bâtiment, a été construite avec du bois et des parois en plâtre. Le verre et les portes du foyer de l'entrée principale ont été déchiquetés. Le plafond, en panneaux, a été soufflé sous la force de l'explosion qui s'est produite à 6 km et demi. Des jésuites, enseignant à Hiroshima, ont été témoins et ont survécu à l'explosion. L'un d'entre eux en donne un témoignage oculaire. Père, pourriez-vous vous présenter? Je suis le père John Zemus, professeur de philosophie à l'Université catholique de Tokyo. Que faisiez-vous au moment de l'explosion d'Hiroshima? Ma classe de philosophie a été évacuée de Tokyo à Hiroshima il y a environ 5 mois et j'étais dans ma salle de classe, dans la maison d'études des jésuites de la ville d'Hiroshima. Pourriez-vous nous décrire exactement ce qui s'est produit le matin du 6 août? J'étais dans ma salle qui fait face à la vallée et soudain j'ai vu une lumière de type magnésium, un flash qui a rempli la totalité de la vallée. En regardant par la fenêtre pour voir quelle était la raison de ce phénomène particulier, je n'ai rien vu que cette lumière. Et en me tournant de la fenêtre vers la porte de ma salle, j'ai entendu un crash. C'était peut-être 10 secondes après avoir vu le flash. J'ai immédiatement été couvert d'esquilles du châssis de la fenêtre et des éclats de verre s'étaient plantés dans le mur et dans ma chair elle-même. J'ai tenté de sortir de la pièce, mais j'ai constaté que la maison avait été gravement endommagée par le souffle de cette explosion. Les répercussions étaient si importantes que j'ai alors eu l'impression que la bombe s'était écrasée juste sur le bâtiment.
Mais en y regardant mieux, je ne vis aucune trace de la bombe elle-même, alors qu'à environ 1 kilomètre, j'aperçus plusieurs maisons de paysans en feu. Au bout d'un certain temps, j'ai vu une procession de personnes qui arrivaient des faubourgs dans la vallée. Nombre d'entre eux, la plupart en fait, étaient blessés, particulièrement les parties du corps qui n'étaient pas couvertes par les vêtements, comme les mains, les pieds et le dos. Ils s'approchèrent de notre maison. Nous avons fait ce que nous pouvions, mais il n'y avait aucune possibilité d'apporter de l'aide. En fait, nous avons utilisé toute la graisse que nous avions dans la maison. Ensuite, nous n'avions plus rien. À votre avis, combien de personnes ont été tuées? Tous ceux qui ont survécu à cette expérience estiment le nombre de morts à environ 100 000. Cette estimation n'est pas fondée sur des chiffres officiels, mais juste sur la connaissance de groupes particuliers de la population. Il y avait travaillé dans la ville elle-même, immédiatement après l'explosion, pendant plusieurs heures, et nous n'avons ressenti aucun effet délétère. Parlez-nous de la réaction des Japonais vis-à-vis des Américains et vis-à-vis de la bombe atomique. Ni moi-même, ni aucun de nos pères n'a jamais entendu une seule parole de haine contre les Américains dans ces jours terribles. Et pendant toute la guerre, nous n'avons pas eu à affronter beaucoup de haine vis-à-vis des Alliés. En fait, au début de la guerre, après les importantes victoires japonaises, les Japonais étaient enclins à mépriser l'ennemi. Mais au fil de l'avance de l'offensive, ils ont commencé à admirer le talent des Américains. Et plus particulièrement, depuis que les majestueux B-29 survolaient Tokyo, la quasi-totalité des Japonais admiraient la maîtrise technique des Américains. Père, quel est votre avis et l'avis de votre collège quant à l'utilisation de la bombe atomique? Nous avons parlé entre nous de l'éthique de l'utilisation de la bombe atomique. Certains l'ont considéré comme entrant dans la même catégorie que les gaz toxiques et étaient contre son utilisation sur la population civile. D'autres étaient de l'avis que dans une guerre totale telle que la menait le Japon, il n'y a pas de différence entre les civils et les soldats, et que la bombe elle-même était un outil efficace pour mettre fin au bain de sang, avertissant le Japon qu'il fallait se rendre et éviter ainsi la destruction totale. Il me semble logique que ceux qui soutiennent le principe de la guerre totale ne puissent pas se plaindre d'une guerre contre les civils. La vérité est la suivante. Une guerre totale sous sa forme actuelle est contestable, même lorsqu'elle sert une cause juste. Elle n'a pas à l'esprit le mal qu'elle implique. Les conséquences de la guerre totale dépassent de loin le bien qui peut en résulter. Nos moralistes nous donneront-ils un jour une réponse claire à cette question? La vie se poursuit dans les zones dévastées d'Hiroshima. Dans le secteur nord-est de la ville, des maisons provisoires sont construites à partir de tout ce qui a pu être sauvé des ruines. Près de la gare d'Higashi, dans l'est d'Hiroshima, du bois, du zinc et des tuiles de récupération, tout est utilisé pour tenter de reconstruire, même d'une façon extrêmement précaire. Immédiatement après le bombardement d'Hiroshima, le président des États-Unis adresse un ultimatum au gouvernement japonais. La reddition ou la destruction complète. L'ultimatum a été ignoré. Le matin du 9 août, à 10h58, heure japonaise, la seconde bombe atomique explose au-dessus de la ville portuaire et industrielle de Nagasaki.
La quasi-totalité d'une population de 230 000 habitants travaille pour la fabrication d'armes, de munitions et d'autres produits militaires. Deux grandes usines Mitsubishi se situent au cœur de la ville. Vers le nord, l'une des usines les plus importantes du monde, et plus au sud, d'énormes aciéries et manufactures d'armes. La bombe lancée sur Nagasaki vise un point situé à mi-chemin entre les deux usines afin de provoquer le plus possible de destructions industrielles. À la différence d'Hiroshima, la force de l'explosion de Nagasaki est nettement confinée à la vallée industrielle, car elle est entourée par une série de collines abritant de nombreux autres quartiers de la ville. Plus haut et atteint la stratosphère. Comme la bombe a explosé bien au-dessus du sol, la majeure partie de sa matière radioactive dangereuse se dissipe dans la stratosphère. Par conséquent, le secteur en dessous de l'explosion est relativement exempt de radioactivité. Les personnes qui ont pénétré dans Nagasaki peu après l'explosion pour des opérations de sauvetage n'ont subi ni effets délétères ni blessures. Dans un secteur d'un peu plus de 8 km², les dommages dus au souffle et aux incendies sont très lourds. La plupart des bâtiments ne sont plus que des amas de gravats. Toujours reconnaissable vue d'avion, le squelette des restes des usines de Mitsubishi, les importantes aciéries et armureries et l'usine consacrée à la fabrique de torpilles. Les armureries et les aciéries Mitsubishi s'étendaient sur quasiment 1,5 km de long. Ces bâtiments étaient des constructions industrielles modernes à l'américaine, avec une structure en acier et un toit et des parois latérales en tôle ondulée ou en plaques d'amiante. Les bâtiments en béton armé restent encore debout au milieu du désastre des structures en acier. Certaines cheminées ont survécu parce qu'elles offrent une résistance relativement faible au souffle. Mais comme à Hiroshima, la force directionnelle a recourbé l'acier et a arraché le métal ondulé de la structure du bâtiment. Lorsque le métal ondulé reste, il a été poussé vers l'intérieur, comme un simple mouchoir en papier. Ces bâtiments montrent à des degrés divers la destruction en fonction de la proximité du point zéro et de la résistance du bâtiment. Cette fonderie, à 2,5 km du point zéro, montre l'ampleur des dégâts malgré une construction relativement solide. D'autres bâtiments étaient plus résistants. Certains avaient été prévus pour soutenir des ponts roulants. Toutefois, à l'intérieur, les dommages causés aux équipements sont sérieux. Cette machine a été utilisée dans la fabrication d'armes destinées à la marine, à la défense antiaérienne et à l'artillerie lourde. Dans la vallée, il y avait des maisons d'habitation clairsemées entre les zones industrielles. Dans nombre de ces maisons, les habitants travaillaient sur des machines pour contribuer à l'effort de guerre japonais. Le souffle et les incendies secondaires ont détruit les bâtiments de construction légère, les équipements ont été souvent endommagés. Photographié à partir du point zéro, ce secteur de 8 à 26 km² est presque totalement détruit par le souffle et l'incendie. Vous remarquerez que les collines vers le sud ont bloqué le souffle. Dans un second secteur de 14 km², les dommages dus au souffle sont modérés. Les dommages importants sont dus aux incendies. Le secteur total endommagé couvre environ 110 km², allant de la destruction complète à des toits endommagés et des fenêtres cassées. Les dommages les plus éloignés sont situés à 20 km. Là, sous l'effet d'une secousse particulière, les baraquements d'ouvriers ont été abattus. À 800 mètres du point zéro, une cheminée est fissurée. À 300 mètres du point zéro, une prison en béton et maçonnerie est presque complètement détruite. Lorsqu'ils étaient parallèles au sens du souffle, les murs sont restés debout.
Ce secteur a été totalement effacé, du point zéro jusqu'à l'église au pied des collines, soit à environ 1,5 km. Dans le lit du ruisseau repose un dôme qui a été soufflé du haut de l'église. Les installations de gaz ont été soufflées et ne sont plus qu'une masse d'acier tordu. 2 murs en béton, les restes de 2 bâtiments d'usine. Le degré de destruction des ponts est plus important à Nagasaki qu'à Hiroshima. Mais même à proximité du point zéro, la force du souffle n'a pas endommagé les routes et les voies ferrées, en raison de la hauteur à laquelle la bombe avait explosé. L'artère principale nord-sud de Nagasaki est de nouveau en usage peu après le désastre. Une résidence typique dans les faubourgs de Nagasaki, à 2,5 km du point zéro. 6 semaines après l'explosion de la bombe atomique sur Nagasaki, les survivants s'affairent à la restauration de leur maison. Voici le bilan. Des heures et des heures de travail sans fin. 2 B-29, 2 bombes atomiques à 3 jours d'écart. 2 villes. Cette énumération parle d'elle-même.